Donc, c'est l'optimisation en photonique, c'est un sujet plutôt chaud en ce moment et donc en pleine évolution. Et l'idée, c'est de faire un peu un point. Effectivement, à la fin, il y aura un petit biais parce que je présenterai un peu ce qu'on a fait en espérant avoir expliqué suffisamment avant pourquoi ça pouvait être intéressant d'avoir fait ce qu'on a fait. Euh, alors, L'optimisation en photonique, pourquoi faire? D'abord, bon, j'ai envie de dire parce qu'on peut enfin, parce que pendant très longtemps, finalement, il y avait beaucoup de solutions qui étaient beaucoup trop coûteuses ou on va dire à la fois des algorithmes pas prêts et des méthodes de simulation pas suffisamment souples pour qu'on puisse le faire. Et donc, oui, pas assez de puissance de calcul globalement. Maintenant, en fait, on a, grâce à la loi de Moore, suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. On a les algos, on a tout. Et le truc, c'est qu'on a tous envie, un peu, de ne pas avoir trop d'efforts à faire, hein, parce qu'on sait les efforts qu'il faut faire quand on veut vraiment designer une structure, quand on a un besoin et qu'on veut y répondre. C'est souvent quelque chose de compliqué. On n'a pas comme ça forcément une idée et pas forcément la meilleure idée quand on veut répondre à un besoin. Et en général, les besoins, quand on répond à un besoin et qu'on design une structure, ce n'est pas l'optimum. C'est des choses qu'on peut encore améliorer. Ce qu'on fait nous-mêmes, petit à petit, voilà, on perfectionne les designs. Voilà, donc tout ça, c'est long. Et alors déjà, une première chose, c'est qu'on peut vouloir, grâce à l'optimisation, juste améliorer un design qu'on a. C'est important pour pouvoir juger quel est le potentiel vraiment d'une solution. Parce que, comme je le disais, ce qu'on fait en général, ce n'est pas optimum et on aimerait bien savoir jusqu'où on peut aller dans une voie donnée. Voilà. Et alors, et puis plus récemment, comme on peut vraiment tout faire, on a un peu pris ça comme un outil un peu magique. Allez hop, on demande à l'ordinateur ce qu'il faut qu'on fasse pour répondre à un besoin donné. Donc, on reviendra sur l'image qu'il y a là tout à l'heure. C'est une sorte d'historique de l'optimisation. Donc, il y a un petit côté magique. Enfin, ça, c'est ce qu'on espère, hein. Et évidemment, moi, je vais vous montrer qu'il n'y a rien de magique et que de toute façon, la quantité de travail à fournir pour réussir quelque chose est toujours à peu près la même. Alors, le cadre, globalement, quand on veut faire une optimisation, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'améliorer un design, améliorer une performance. Et donc, on va mesurer tout ça. Alors déjà, on se place dans un cas où c'est mono-objectif ici, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une mesure de la distance entre finalement un design qu'on a et nos désirs, l'idéal. Et c'est cette mesure-là qu'on va chercher, cette distance qu'on va chercher à minimiser. Voilà. Donc, ce qui peut passer par l'augmentation de telle ou telle caractéristique, mais globalement, on va se mettre dans l'optique où on veut minimiser quelque chose, cette distance à l'idéal, et c'est ce qu'on va appeler la fonction de coût. Il y a des optimisations multi-objectifs. Ça, c'est quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut et qu'on veut pouvoir essentiellement à la fin avoir à choisir quelque chose qui répond à plusieurs objectifs à la fois, mais que on veut se donner la liberté de choisir soi, quoi, à la fin. Parce que ça propose plusieurs solutions aussi. Là, on va supposer que voilà, on cherche juste un seul objectif, à remplir un seul objectif. On va supposer qu'on a des problèmes qui sont continus. On ne regarde pas ici de problèmes qui sont, même si on peut, tout à fait, hein. Et puis, même si c'est le cas, des fois, quand on va, par exemple, prendre quand on a à sa disposition qu'un nombre limité et fini de matériaux, on n'a pas des problèmes qui sont continus. Mais là, on va plutôt se placer dans le cas des problèmes continus, sachant qu'il existe des choses pour les choses pas continues aussi. Et pourquoi les problèmes continuent? Parce que la plupart des paramètres en physique sont continus et que voilà, la fonction de coût elle-même va être continue vis-à-vis de ces paramètres parce que c'est de la physique. C'est très rare d'avoir des décrochages, des choses comme ça, donc on va se concentrer là-dessus aussi. Je vais beaucoup parler de notion d'optimum local et d'optimum global. L'optimum local, donc il y a à droite, il y a ce qu'il faut s'imaginer, hein, c'est qu'une fonction de coût, finalement, c'est une surface. Là, il n'y a que deux paramètres. Et donc, verticalement, on a la valeur de la fonction de coût. Et ce qu'on cherche, c'est un minimum. Donc, on peut tomber dans un minimum local. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Euh, un minimum local. Et bon, ça, c'est relativement facile à trouver, mais il y en a plusieurs. Et ce qu'on cherche surtout, c'est l'optimum global, le vrai minimum. Mais lui, c'est un peu comme le Yeti, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu ou à peu près.
Alors, les conséquences de cette situation toute simple, c'est que, alors, ça n'a pas l'air vrai comme ça quand on voit la petite surface qui est à droite, mais dès qu'on va multiplier le nombre de paramètres, on va en fait augmenter la taille de l'espace de façon absolument gigantesque et il va devenir rigoureusement impossible de l'explorer en totalité. Le fait qu'on ne puisse pas l'explorer en totalité fait que on n'est jamais en possibilité de prouver qu'un optimum qu'on a trouvé est l'optimum global. Donc, première chose à faire en optimisation, paradoxalement quelque part, alors que tout le monde cherche l'optimum global, on n'a jamais le droit de dire qu'on l'a trouvé. Et les articles qui le font, on devrait leur taper sur les doigts parce que ça, c'est un défaut qui est assez courant en photonique. On dit j'ai trouvé l'optimum. Non, on a juste une solution fournie par un algorithme et qui est très, 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 très probablement un optimum local. Et on va voir que finalement, comment se douter qu'on a peut-être un optimum global et encore, finalement, il n'y a souvent que la physique qui permet de répondre. D'autre part, un grand truc, c'est que les algorithmes qu'on va utiliser pour trouver ces optimums sont stochastiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déterministes. À chaque fois que vous allez le lancer, il va vous faire quelque chose de différent. Il y a des tirages aléatoires et c'est fait pour. Il y a des tirages aléatoires, c'est ce qui donne la puissance aux algorithmes, c'est ce qui leur permet d'explorer la surface, un peu comme une marche au hasard, mais on va espérer en plus évoluer. Et la conséquence de ça, c'est que jamais, 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 il faut montrer un seul run de l'optimisation, oui, on va dire une seule run, je sais pas mieux, un seul lancer d'algorithme, il faut en montrer plein. Nous, on prend comme typiquement que pour les optimisations, 50, c'est bien quand on a vraiment un algorithme qui est non déterministe. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être hyper prudent avec les conclusions. Voilà. Toujours prendre ça avec des pincettes. Nous, en tant que physiciens, on n'est pas habitué à ça. On fait au pire des articles qui sont même pas faux, c'est-à-dire des trucs qui n'ont peut-être pas d'intérêt, mais au moins on est capable de dire que c'est juste. Là, on peut commencer à dire des grosses bêtises en faisant de l'optimisation, et ça, nous, en tant que physiciens, on n'est vraiment pas habitué. Et dans tout ça, il y a une discussion qu'on n'a souvent pas et qui est l'importance cruciale du point de départ de l'optimisation. Qu'est-ce qu'on a pris comme point de départ de l'optimisation? Voilà, ça conditionne très souvent la réussite ou pas de l'algorithme. Ça conditionne aussi, ça permet aussi beaucoup de discussions sur le côté stochastique et on va y revenir. Mais donc, c'est un point absolument crucial aussi. Et tout ça, donc, c'est des choses auxquelles sont habitués plutôt les gens qui viennent de l'optimisation et plutôt pas les gens qui viennent de la photonique. En photonique, du coup, on a un certain nombre de travers, on va dire, de problèmes. Déjà, donc, comme je l'ai dit, la revendication du fait qu'on a trouvé l'optimum global, ce qui n'est jamais le cas, ou à peu près, sauf si on a vraiment un moyen de le déterminer, mais non, en fait, en général, non. On adore les courbes de convergence et on pense qu'une courbe de convergence, c'est la preuve que ça marche et qu'on a l'optimum global, alors que jamais de la vie. En fait, quel que soit l'algo que vous allez utiliser, il va finir par converger, même si c'est vers un minimum local. Des fois, on se vante de la vitesse de convergence d'un algorithme. S'il converge très très vite vers une solution qui est très très fausse, par un minimum local qui est très mauvais, ça ne sert vraiment à rien. On adore les algorithmes faits maison. Il ne faut jamais faire ça parce que on va verser dans un autre des travers qui est assez commun avec celui des gens de l'optimisation, qui est que quand on a un algorithme fait maison, ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, c'est surtout un algorithme qu'on n'a jamais testé sur autre chose. Et on pense que parce qu'il est adapté à la situation, il va mieux marcher. C'est partiellement vrai. On va voir comment, en fait, la bonne façon ce serait plutôt de prendre des algorithmes et peut-être de les adapter un peu. On en parlera à la toute fin. Et puis, on adore les conclusions binaires, du genre c'est lui le meilleur. Alors, j'ai un article, je suis un peu vache, mais de mettre cet article-là comme exemple, mais il est rigolo parce qu'il a des conclusions en fait diamétralement opposées à celles auxquelles nous on est arrivés. C'est un article qui est sorti en 2019 qui visait à comparer des algorithmes d'optimisation et qui montre effectivement des convergences, des courbes de convergence. Il y en a d'autres. Il y en a un qui est très bien, manifestement. Donc, on se dit, ouais, celui-là, il est imbattable. Il y en a d'autres qui sont moins bien, dont Differential Evolution ou Particle Swap Optimization. On en parlera. Une des conclusions, d'ailleurs, de cet article, c'est que Differential Evolution est vraiment très mauvais. OK. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que nous qui faisons des choses un peu peut-être aléatoires ou discutables en matière d'optimisation. Les pros de l'optimisation font aussi énormément ça.
C'est un domaine absolument énorme et extrêmement concurrentiel parce qu'il est en contact direct avec l'intelligence artificielle, parce que le processus d'apprentissage d'une intelligence artificielle est une optimisation. Donc, on utilise des algorithmes d'optimisation pour faire apprendre des intelligences artificielles. En l'occurrence, en général, le plus simple, la descente de gradient, mais n'empêche. Et la conclusion de ça, c'est que, évidemment, tout le monde cherche à être publié et que c'est extrêmement difficile. Voilà, même les conférences sont extrêmement sélectives. Du coup, sans vouloir forcément intentionnellement faire des choses fausses, les chercheurs, ça a été montré, souffrent énormément les résultats souffrent d'une crise de la reproductibilité, comme on trouve d'ailleurs dans les autres disciplines, mais c'est particulièrement marqué dans les intelligences artificielles et en optimisation. Parce que, par exemple, quand on a un nouvel algorithme, si on sélectionne suffisamment ou même qu'on ne va pas chercher trop de cas-tests, mais qu'on se limite à des cas-tests un peu classiques, on peut avoir l'impression que son algo marche très très bien. Alors que ce n'est pas le cas. Dans la plupart des algorithmes, il y a des hyperparamètres, c'est-à-dire des paramètres de l'algorithme, quelques nombres à fixer, des pourcentages, des choses comme ça, dans la marche au hasard. On peut très bien tuner les paramètres de son algorithme, mais pas ceux des autres, et puis comparer tout ça sur ses propres cas-tests. Et dans ce cas-là, son algorithme a l'air vraiment, notre propre algorithme a l'air plus efficace, ce qui permet d'être publié ou d'être sélectionné pour la conférence. On peut se cantonner à des cas-tests artificiels. Alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose que les gens font volontairement, mais il y a tout un tas de cas-tests disponibles pour pouvoir tester ces algorithmes en optimisation. Et ils sont souvent artificiels. On peut avoir introduit des biais sans s'en apercevoir, par exemple, générant des nouveaux cas-tests juste en tournant, en faisant des mix des paramètres ou des choses comme ça. C'est-à-dire rendre les choses invariantes par rotation des paramètres. Et ces choses-là, en fait, quand on fait ça, on désavantage certains algorithmes, notamment, par exemple, les algorithmes évolutionnaires, sans vraiment en avoir conscience. Voilà. Donc, même dans la représentation des résultats, on peut introduire des biais qui montrent que notre algorithme est meilleur, mais non. Ça, c'est le côté statistique des résultats qui fait que il faut présenter une statistique d'une façon ou d'une autre. Si on présente que les meilleurs runs, par exemple, on va introduire un gros biais. Voilà, il faut aussi montrer ceux qui n'ont pas si bien marché que ça. Et puis, on peut aussi se fixer des contraintes de budget qui vont favoriser certains algorithmes plutôt que d'autres. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué et il faut savoir que donc, dans la communauté, c'est aussi des questions qu'on se pose énormément. Alors, on va faire un petit historique aussi. J'ai besoin de parler un peu des algorithmes, de comment ça a évolué côté optimisation, tous ces algorithmes. Alors, pour la descente de gradient, qui est tout simplement se placer en un point de la surface que je vous ai montré tout à l'heure et prendre la plus grande pente, j'appelle ça aussi jouer à yuku yuku, on fait ça à la montagne avec les enfants. Donc, on se met à courir dans la direction de la plus grande pente. Il faut savoir que ça, c'est une très vieille idée qu'on peut faire remonter jusqu'à Riemann en 1863, qui décrit ce genre de technique. Voilà, c'est à partir de 1900 et quelques qu'on commence à parler de méthode. Et puis évidemment, c'est avec l'arrivée des ordinateurs que ça explose. C'est la méthode la plus simple, la plus directe, mais on est à peu près sûr de terminer dans un minimum global. Elle est faite elle va chercher l'optimum global le plus proche, celui du bassin d'attraction dans lequel on se trouve. Un peu plus compliqué, il y a Neldermid, le simplex, qui est basé c'est une méthode de simplex en 1965. L'idée, là, faut imaginer sur la surface sur laquelle on est, je ne sais pas si vous voyez mes mains, faut imaginer un triangle. Et donc, ce triangle est forcément penché parce que chacun des 3 points n'est pas à la même hauteur, il est sur la surface. On va prendre le pire des points et on va tripatouiller le triangle en changeant juste ce point. On va faire des réflexions, des homothéties, tout ça, du triangle. Et à chaque fois, on va recalculer la nouvelle position de ce point. Si jamais à la fin ça s'est amélioré, chouette, on prend ce nouveau point et on a un nouveau triangle. Et en fait, l'intérêt de cette méthode, c'est notamment qu'elle est capable de sentir la structure à grande échelle. C'est-à-dire, même s'il y a plein de minima locaux, elle est capable quand même de s'adapter. Donc, c'est censé être un algorithme d'optimisation locale, similaire à la descente de gradient. Simplement, sincèrement, elle est capable de sentir la structure globale du problème, et en photonique, ça marche vraiment pas mal. Et puis, il y a les algorithmes génétiques qui viennent d'une idée de Turing lui-même. Dans les années 50, il a commencé à se demander si on ne pouvait pas simuler l'évolution sur ordinateur. Alors, le problème de toute cette première période, jusque dans les années 90, c'est le
côté folklorique de cette idée initiale qui fait que les algorithmes disaient, ben voilà, on prenait les paramètres, disait que c'était que leur codage en binaire, ça devait être les gènes, faisait du découpage de gènes pour faire comme si on recollait des chromosomes et avait l'efficacité d'une marche au hasard complète. Hein. Si on avait tiré des trucs au hasard sur la surface, c'était aussi bon. Et des algorithmes inspirés de cette démarche arrivent beaucoup plus tard. Dans les années 90, par exemple, Particle Swarm Optimization, Differential Evolution, dont on reparlera beaucoup, et des choses comme CMA, Evolutionary Strategy. Voilà, tout ça, vous voyez, c'est dans les années 90-2000, il faut le temps que ça se répande. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tout algorithme génétique antérieur aux années 2000 est essentiellement à mettre à la poubelle. Il y a des tas d'articles qui ont montré ça. Vraiment, c'est totalement inefficace. Et donc, ça veut aussi dire que c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Les comparaisons, je vous ai déjà dit que c'était difficile à faire et d'en tirer des conclusions à cause de tous les biais qu'il peut y avoir. Donc, mais en tout cas, dès que vous voyez un algorithme des années 90, foutez-le à la poubelle, essentiellement. Voilà. Mais il y a ceux-là qui sont beaucoup testés, beaucoup étudiés. Et il faut savoir que Differential Evolution, par exemple, il y en a au minimum une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de variantes qui ont été testées, qui ont leur intérêt chacun. Voilà, on va pouvoir en discuter. Bon, après, il y en a quelques-unes qui sont utilisées majoritairement. Alors, il y a une tentative. Alors, là aussi, là, j'ai un biais de présentation parce que je participe à cette tentative d'essayer de répondre à la crise de la reproductibilité dans le domaine de l'optimisation. Donc, c'est une initiative de Facebook Artificial Intelligence Research. Je ne sais pas si Olivier est resté là, mais c'est Olivier Teto qui est l'initiateur de ce projet. L'idée est toute simple, hein, faire une bibliothèque ouverte, transparente, qui soit la plus grande jamais réalisée à tout point de vue. À la fois sur les algorithmes, ils y sont tous. Et si vous avez un algorithme et que vous voulez l'inclure dans la bibliothèque, vous êtes bienvenu. Il suffit de le proposer. Il faut le mettre au format, ça prend un peu de temps. Voilà. C'est aussi le plus grand nombre de cas tests possible. Ça agglomère tous les cas tests du domaine. Et si vous avez des cas tests inspirés de la photonique qui tournent bien, qui ne sont peut-être pas trop compliqués, mais qui permettent de voir et de tester des algorithmes, vous êtes bienvenus, on peut le faire, ça se fait très bien. Vous pouvez proposer une modification à la bibliothèque et après vérification de ça, elle est inclue. L'idée, c'est vraiment d'être hyper ouvert et d'accepter le maximum de propositions. C'est installable et utilisable en une ligne de pipe, c'est en Python. En une ligne, vous l'installez, en une ligne, vous la lancez sur les cas tests que vous voulez. Elle est en réalité testée, alors comme son nom l'indique, c'est une méthode sans gradient, c'est tout sauf la descente de gradient. Puisque le but, c'est d'avoir surtout des algorithmes d'optimisation globaux qui vont chercher des optimums globaux. C'est testé en permanence, c'est-à-dire que l'ensemble des algorithmes est testé en permanence sur l'ensemble des cas tests. Et puis, ensuite, on fait des statistiques sur quel algorithme bat quel algorithme et dans combien de pourcentage des cas. Et c'est là, alors je ne vais pas détailler, mais c'est les heatmaps là qu'on vous montre. Ça permet de classer les algorithmes. On ne détaille pas, mais c'est juste, ça permet de les comparer de façon vraiment extensive. Et on voit qu'en fait, aussi sur des cas tests différents, on ne va pas avoir les mêmes algorithmes qui vont bien marcher. OK, les résultats sont rendus publics. Et puis, ça permet aussi le développement de ce qu'on appelle des wizards, c'est-à-dire des algorithmes qui sélectionnent des algorithmes suivant le cas dans lequel ils sont et qui donc, du coup, sont plus performants que tous les algorithmes pris individuellement. Voilà. Et ce qui peut vous intéresser aussi, vous, si vous avez un cas et que vous ne savez pas ce que vous devez… Justement, on parlait du cas où on avait testé, où en photonique, les algorithmes avaient été testés. Voilà, un wizard, il vous fait cette sélection pour vous en regardant à peu près le nombre de paramètres que vous avez, comment ça a l'air de se comporter, tout ça. OK. Alors, on va revenir sur l'historique. C'est toujours un historique parallèle puisqu'il y a l'optimisation d'un côté et la photonique de l'autre. Et en optimisation en photonique, il y a surtout une énorme success story. Alors, elle est énorme, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est relativement ignorée en partie parce que c'est le domaine des gens qui font des filtres optiques, des multicouches, est relativement à la fois mature et fermé, au sens où c'est des super spécialistes. Ils connaissent leur structure à fond. Ils ont des techniques, des choses de dingue qui ont été développées dans les années 90. Et il y a un algorithme qui tue tout, ou à peu près, c'est Needle. Alors, ce n'est pas vraiment le nom de l'algorithme, mais c'est la technique. L'idée, c'est de générer des filtres optiques multicouches en rajoutant des couches pour améliorer, pour diminuer la distance qu'il y a entre ce qu'on a et l'idéal. L'intérêt industriel pour ces structures est absolument immense puisque c'est avec ça
qu'ont fait en fait les multiplexeurs pour faire passer plus d'informations dans les câbles sous-marins sur Internet. Donc, il y a une industrie qui a fait beaucoup de progrès dans les 10 dernières années, notamment dans la réalisation pratique des designs. Maintenant, c'est zéro défaut, c'est-à-dire que si vous designez un filtre à même une centaine de couches, il est capable de vous la réaliser et ça colle avec les simulations de façon assez dingue. Donc voilà, ils ont tous ces outils et Needle, qui est la technique qui permet de designer le plus efficacement des filtres, donc en rajoutant petit à petit des couches. Si vous prenez la dernière licence du plus avancé des logiciels, c'est c'est aussi cher que Comsol, c'est de l'ordre de 4 à 5 000 euros, donc c'est vraiment pour les spécialistes. Mais c'est un truc qui marche super. La seule chose, c'est que ce n'est pas du tout un algorithme d'optimisation généraliste, donc vous ne pouvez pas le comparer sur autre chose que les multicouches. Et puis, ce n'est pas qu'il triche, mais en fait, c'est un algorithme un peu particulier de Xia qui est déterministe et qui modifie finalement, en introduisant des couches et autant qu'il veut, il va modifier la taille de l'espace dans lequel on est en train d'évaluer la fonction de coût. Et ça, c'est quelque chose que ne font aucun des algorithmes d'optimisation dont je vous ai parlé. C'est relatif, enfin, ou presque, c'est pas très standard. Et donc, en fait, une des grosses difficultés, c'est que non seulement il n'est pas utilisable, mais en fait, c'est aussi très dur de le comparer à d'autres algorithmes. Voilà, parce que parce que les algorithmes d'optimisation globaux ont tendance à avoir de plus en plus de mal quand l'espace est de plus en plus grand. Et donc, au bout d'un moment, Needle est de mieux en mieux et les algorithmes d'optimisation, ils galèrent de plus en plus parce que leur espace est trop grand et que, ils partent de quelque chose, ils partent dans l'inconnu, ils partent dans le noir à chaque fois. Alors que Needle, c'est à peu près où il va. OK. Et il est inspiré de considérations physiques. Alors maintenant, un historique un peu plus actuel, dans lequel, donc ça a été publié récemment, c'est une review sur justement l'optimisation, et on voit que typiquement Needle n'est à peu près pas mentionné, ni les multicouches, mais on voit quand même que ça a commencé très tôt, alors au début avec des structures qui sont définies par relativement peu de paramètres, et puis on voit que petit à petit, on commence à optimiser dans les années 2000, 2017, voilà, des choses beaucoup plus compliquées, et on va y venir. Il y a un outil qui a fait son apparition, qui est l'optimisation topologique. Voilà, mais j'insiste déjà un petit peu. Dans la partie que vous voyez ici et qui a l'air toute jolie, la partie qui a été optimisée, c'est celle qui est au milieu et qui a l'air toute moche. Voilà. Et donc, justement, l'optimisation topologique, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Eh bien, ça vient de la mécanique au départ comme idée. C'est justement le fait qu'il y a des méthodes d'éléments finis en mécanique pour calculer les performances des structures a priori. Ça fait qu'on s'est demandé si on ne pouvait pas modifier tout doucement, de façon continue, les frontières des objets pour essayer de faire en sorte qu'ils répondent mieux aux contraintes. Il se trouve que pour calculer le gradient, même quand on a des milliers, des millions de paramètres, ce qui est le cas quand la structure est compliquée, on définit juste les bornes, eh bien, il se trouve que c'est très simple. On peut juste faire une simulation, calculer le problème adjoint, et du calcul du problème standard, enfin des performances standards et du problème adjoint, on peut en déduire le gradient, même si on a 1 million de paramètres. Donc, deux calculs, un gradient, c'est absolument super. Et donc, on utilise une descente de gradient sur ces milliers de paramètres. C'est finalement pas si coûteux que ça. Et c'est très efficace pour les structures mécaniques. Alors, il y a aussi qu'on met d'autres contraintes en plus pour obtenir le genre de structure que vous voyez à droite. Donc là, c'est la structure de départ qu'on fabrique. Ça, c'est la prédiction de l'algorithme. C'est qu'on va demander aussi relativement peu de matière, donc des meilleures performances et moins de matière. Et on obtient ce genre de design à la fois que nous, on n'aurait pas pu faire à la main, mais quelque part un petit peu intuitif. On sent que ça s'est adapté aux contraintes mécaniques. Du coup, voilà un exemple de choses qu'on peut dire en optimisation. C'est Ole Sigmund, qui est vraiment le pape de cette technique, et qui dit que, en tout cas en mécanique, il faut tout de suite arrêter autre chose que l'optimisation topologique, que les algorithmes d'optimisation globaux, ils sont tout à fait non seulement has-been, mais contre-productifs. Ils sont incapables de s'en sortir parce qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir avec des millions de paramètres. Et donc, voilà, il dit dans un article que ce n'est pas la peine. Il faut, de toute façon, et c'est vrai, un algorithme d'optimisation globale a besoin de faire des dizaines de milliers d'évaluations de la fonction de coût. Il ne s'en sort pas. Les solutions fournies par l'optimisation topologique sont très, très bonnes. Et jamais, aucun algorithme d'optimisation globale n'a réussi à arriver à leur cheville. Donc, il dit, ce n'est pas la peine. Voilà, et il faudrait rejeter tous les articles qui font ça.
Après, pour être tout à fait honnête avec lui, il dit aussi, bon, il y a quelques cas quand même où ça pourrait ne pas être vrai, ce que je viens de dire, c'est quand on va avoir, par exemple, beaucoup de minimums locaux et un algorithme d'optimisation comme l'optimisation topologique, qui est essentiellement une descente de gradient, risque d'avoir du mal à s'en sortir si le premier minimum local dans lequel il tombe est vraiment pas bon. Et s'il n'y en a pas de simplement accessible, enfin si le global n'est pas simplement accessible. Et voilà. Et alors justement, en fait, ils ont transféré tous ces outils-là récemment dans les années 2015 à la photonique. Et il y a un petit souci avec la photonique, c'est qu'on est dans le cas de structures qui sont, et ça on le sait tous, elles sont extrêmement résonantes. Même une simple couche est résonante. Donc si une simple couche est résonante, ça veut dire que même le problème d'une simple couche est un problème avec plusieurs minima locaux, souvent équivalents. Et donc, l'optimisation topologique, quelque part, elle risque d'avoir plus de problèmes. Et c'est un peu ce qu'on voit. Un autre problème, c'est que en mécanique, c'est un peu blanc ou noir. Il n'y a pas d'indice intermédiaire. Donc, on utilise, voilà, là, il y a de la matière, là, il n'y en a pas. Quand il s'agit de faire de l'optique, eh bien, des fois, c'est bien d'avoir de l'air et du silicium. Simplement, des fois, il y a un vrai intérêt physique à avoir des indices qui soient intermédiaires. Et le problème, c'est que quand on force l'algorithme à utiliser du silicium ou de l'air, comment est-ce qu'il fabrique des indices intermédiaires? Il fait des sortes de métamatériaux et il fait pousser des poils sur la structure. Donc, littéralement, on voit des poils grandir. Je vais vous montrer des exemples sur les structures quand on fait de l'optimisation topologique. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Donc, du coup, on met en place des procédures pour éviter que les poils grandissent. On rase les structures, on fait des choses comme ça. Et globalement, les structures obtenues par optimisation topologique se caractérisent par un haut degré de désordre. Elles sont très difficiles du coup à comprendre. Et un des points aussi qui est délicat, c'est que comme on n'a souvent aucune idée de à quoi doit ressembler la structure finale, on part de points de départ qui sont totalement arbitraires. Donc par exemple, juste un carré. Mais ça veut dire qu'on n'a pas trop réfléchi physiquement. Par exemple, si on prend juste l'optimisation qu'on a là-haut, hein, le résultat qu'on a en haut, il est très joli. On voit quand même quelques indices de régularité. Mais là où on voit que ce n'est pas forcément réfléchi physiquement au départ, c'est que les deux guides d'onde qu'on cherche à exciter, après, ils ont la même taille. Et ce n'est pas ce qu'aurait fait quelqu'un qui veut éviter tout crosstalk, parce que c'est dommage d'avoir réussi avec ça à séparer des longueurs d'onde pour qu'après, les deux guides qui suivent vont avoir beaucoup de crosstalk. Et donc, on va passer d'un guide à l'autre par couplage évanescent. Ce n'est pas une bonne idée. Bon, bref, c'est là qu'on voit qu'en fait, on pourrait peut-être réfléchir les points de départ un petit peu plus. Bon, et du coup, ça conduit à des différences entre les revendications. On a un optimum global, on a un truc super, c'est aussi bien qu'en mécanique, tout ça. Et la perception que peuvent en avoir les gens qui sont un peu spécialistes de ces structures, ils commencent à dire que c'est dur à comprendre, je ne comprends pas trop. En tant que physicien, c'est vraiment difficile de dire qu'on va renoncer à comprendre quoi que ce soit pour laisser faire des algos d'optimisation comme ça, pour obtenir des structures qui sont si compliquées. Et donc, souvent, les gens, en moyenne, il faut quand même le dire, ont un peu tendance à ou bouder les talks ou hausser les épaules et passer leur chemin. Voilà. Alors, quelques exemples rapidement. Un exemple de multiplexeur qui a été designé comme ça, 2016. On voit qu'on est parti d'un bloc et on voit aussi très nettement qu'on a un optimum local. Et ça se voit dans la structure parce que bien l'algorithme n'a pas réussi à couper manifestement toute cette partie-là, cette sorte de vessie-là. Alors, ça a été fait manuellement. Et la conclusion, c'était que ça marchait presque aussi bien. Donc, presque aussi bien, ça veut dire qu'effectivement, ça a été difficile pour l'algo. Il ne pouvait pas, c'était une descente de gradient, donc il ne pouvait pas couper la vessie en améliorant les choses. Impossible. Donc, c'était un minimum local. Après, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ils ne sont pas redémarrés leur optimisation à partir de la nouvelle structure. C'est-à-dire prendre un nouveau point de départ. Ça, c'est le genre de choses qui se fait en optimisation et qui marche très bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour le côté optimum global. Ça se voit quand on regarde la structure, en fait. Optimum local. Un multiplexeur ici, donc c'est celui que je vous ai déjà montré, à deux ou trois voies. Un multiplexeur, démultiplexeur, évidemment. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que là, il y a un peu le même genre de choses. Sur le multiplexeur à trois voies, là, on voit que toute cette partie-là, il y a zéro lumière à aucun moment, quelle que soit la longueur d'onde. Donc, probablement que si on l'enlevait, ça marcherait presque aussi bien. Ça vaudrait le coup d'essayer. Et on voit que, par contre, comme il y a un petit peu de lumière qui est passée là, toute cette partie-là aussi, elle n'a pas été enlevée. Alors que dans le design précédent, manifestement, qui était un peu le même genre de choses, on voit qu'il y a des parties, enfin,
on va dire que l'allure globale et aller plus vers quelque chose de progressif que vers quelque chose qui reste un carré. Voilà. On peut aussi se demander, hein, une petite analyse physique, quand on voit ce démultiplexeur-là, là, on a plutôt l'impression de voir juste un guide d'onde et que toute la séparation, elle s'est faite à peu près ici, ce qui suggère que finalement, on pourrait peut-être faire encore plus petit, voire même beaucoup plus petit, ou un peu différent, ou peut-être que c'est plus facile si on partait à 90 degrés. Voilà, des choses comme ça qui laissent penser vraiment qu'il s'agit aussi d'un optimum local. Je vous parlais de problèmes de pilosité, les voici illustrés. Là, on voit des poils qui poussent sur la structure. Et le paradoxe, enfin le problème, c'est que ces poils rendent effectivement la structure plus efficace en faisant en fait un milieu d'indice intermédiaire. Donc la structure, une fois rasée, la voici. Elle a l'air bien symétrique, mais c'est parce que les symétries ont été imposées dès le départ, parce que c'est une autre des caractéristiques des centres de gradient. Elles font rarement apparaître des symétries. Voilà. Bon, et alors maintenant, on va en venir à l'optimisation globale. Tous les algos dont on a parlé pour l'optimisation globale qui ont été développés par les informaticiens, est-ce qu'on peut les utiliser en photonique? Contrairement à ce que laisse penser peut-être l'article d'Ole Sigmund. Voilà, ça va être difficile, surtout, c'est le problème de comparer les deux approches. En réalité, elles ne sont pas comparables. Il y a un cas où on a des millions de paramètres, on fait une descente de gradient en s'accommodant d'un optimum local, essentiellement, et un autre où on va prendre un nombre de paramètres plutôt limité parce que les algorithmes d'optimisation globaux ont vraiment du mal quand il y a vraiment beaucoup de paramètres. Donc finalement, ces deux domaines disjoints, on ne peut pas comparer. Et puis là, du coup, on va avoir besoin de budget énorme, c'est-à-dire que même si les descentes de gradient mettent 2 jours à converger, finalement, le budget est resté raisonnable dans l'histoire. Là, pour faire une centaine de runs d'un algorithme d'optimisation globale qui fait 10 puissance 4 évaluation de la fonction de coût, ce serait équivalent à donc 5000 pas de descente de gradient, puisqu'il faut 2 calculs ou 2 calculs de la fonction de coût ou équivalent pour déterminer un gradient. Donc, c'est cet ordre-là, on est en train de parler de 5000 pas de descente de gradient, et ça, c'est juste un run d'une optimisation. Donc, voilà, des choses pas vraiment comparables, pas comparables en termes de budget. Il faut un gros budget, c'est vrai, donc surtout pas des millions de paramètres. Et puis, une dernière chose, comment savoir si on est bon? Une fois qu'on a fait une descente de gradient, du moment qu'on ne change pas de point de départ, on va tomber tout le temps sur la même chose. Donc, on peut dire qu'on est reproductible. Là, on va obtenir des solutions extrêmement différentes tout le temps. Avec un peu de chance, elles se ressemblent, des fois pas. Comment savoir si on est bon? C'est le gros problème de l'optimisation globale. Alors, je commence à biaiser un peu vers ce qu'on a fait. On a peut-être un élément de réponse. Et en fait, il date d'il y a un bout de temps. En 2006, il y a eu une tentative pour utiliser des algos génétiques ou évolutionnaires, c'est la même chose un peu. Enfin, les algos génétiques, c'est une sous-classe des algos évolutionnaires, plus généralement. Pour essayer d'avoir un maximum de concentration et d'effet Purcell au centre là, de la figure. Et on voit qu'on part avec quelque chose de totalement désordonné et aléatoire. Et l'algorithme, tout ce qu'il a le droit de faire, c'est de bouger un peu les petits points ou de les éteindre, de les allumer. Et puis, on voit que quand ça converge, on a une périodicité qui émerge. Alors, bien sûr, ça, c'est juste une convergence. On voit bien que on est en train de parler de 5000 générations pour obtenir quelque chose. On a encore pas mal de désordre, mais il y a quelque chose qui s'est dessiné et qui a l'air vraiment, vraiment périodique. Et c'est ça qui fait dire à l'époque à Gondarenko que cette régularité est bon signe. C'est un bon signe pour l'optimisation. Et c'est aussi peut-être le signe global que du moment qu'on veut faire quelque chose avec des ondes, il faut s'attendre à l'apparition d'une certaine régularité et que c'est ça qui crée d'ailleurs l'effet physique. Et sa conclusion est en fait très très vraie. À notre avis, et tout ce que je vais vous montrer après, finalement, ne va que dans ce sens-là. Ça a été refait plus récemment par des équipes, Peter Vecha-Olas, et avec un peu le même genre de choses. C'est un algorithme évolutionnaire, en l'occurrence differential evolution, un descendant plus efficace. Et on voit là aussi apparaître une vraie régularité. C'était aussi dans le but d'exalter les effets Purcell et de ce qu'il y a au centre. Et voilà, on voit une régularité apparaître. Bien sûr, à chaque run qu'on va faire, ça va être différent, mais le fait, on voit qu'on va pouvoir analyser, ça va être différent parce qu'il y a peu de chances que les points se situent exactement au même endroit, mais par contre, on aura encore cette régularité qui va apparaître. Donc, voilà,
la régularité. Et un truc qui donne aussi énormément l'indice que la régularité, ça peut être un critère qui va nous permettre de décider si notre solution est satisfaisante ou pas. Je ne dis pas que c'est l'optimum global, mais si c'est satisfaisant, c'est ce qui se passe dans la nature. C'est parce que dans la nature, on trouve beaucoup de structures photoniques. Alors après, on peut se poser une question. Ce qui est difficile avec les structures naturelles, c'est de savoir si ces structures sont partout parce qu'elles sont simples à fabriquer, ce qui est une possibilité. Donc, c'est un optimum de simplicité de fabrication, ou si c'est vraiment juste leurs propriétés optiques qui décident de leur émergence. Et auquel cas, c'est vraiment, dans ce cas-là, un optimum optique. Voilà. Mais effectivement, ça pose question. Toutes les structures naturelles, ou presque, il y a des structures qui sont désordonnées, mais les principales et les plus efficaces sont très ordonnées. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas un indice d'optimalité, là aussi, un peu comme ce qu'on voit dans les simulations que je vous ai montrées précédemment. Alors, nous, on a en fait à la fois réinventé la roue et refait des choses simples. Hein. Comme dit le professeur Herta, ne passons pas à côté des choses simples. Dans les années 90, donc avant l'arrivée de DE, il y a déjà des choses qui ont été tentées sur les systèmes photoniques. Donc, c'est des multicouches, aussi parce que c'est la chose la plus simple à calculer. Puis dans les années 90, il faut imaginer qu'on avait des ordres de grandeur de moins en termes de puissance de calcul. Donc, il y avait notamment Mark Schonauer qui avait, de façon assez enfin, c'était un précurseur de la chose, il a utilisé des algorithmes d'optimisation, des algorithmes génétiques typiques de l'époque, un peu de la marche au hasard, pour essayer d'optimiser et d'optimiser la réflectivité d'une structure. La seule chose, c'est qu'ils n'ont jamais obtenu une structure régulière, mais ils ont obtenu des trucs pas trop mal. Ils avaient quelques doutes à l'époque sur le fait d'avoir vraiment trouvé un optimum global. Mais voilà, c'était une première tentative. Le danger, quelque part, de ces premières tentatives, c'est que si on prend leurs conclusions pour acquises, toujours la même chose, si on se dit c'est dans le rock, parce qu'ils l'ont fait, on ne recommence pas. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, essentiellement, c'est qu'on l'a refait. Mais on l'a refait avec des algorithmes modernes. Donc, on a par exemple tenté un truc très simple. On a pris la fonction de coût, on a pris comme fonction de coût 1 moins R de lambda 0, c'est-à-dire on a pris un multicouche évidemment, quelle est la meilleure façon de réfléchir la lumière à une longueur d'onde donnée. Et on a laissé les indices libres de varier, mais avec une contrainte. J'ai oublié de parler de ça. Les contraintes sont extrêmement importantes. C'est souvent elles qui président qui préside à l'émergence de telle ou telle structure. Les contraintes sont absolument cruciales dans l'optimisation. Quand on voit la surface, là, on a l'impression que c'est tout libre, mais non, on va définir un domaine dont on ne veut pas sortir, et c'est ça qui fait que tel ou tel optimum surgit. Donc, elles sont super importantes. D'ailleurs, souvent, et c'est le cas ici, les optimums surgissent sur les bords du domaine autorisé. Et dans ces cas-là, ça complique la tâche pour les algorithmes d'optimisation. Donc ici, on est dans un cas comme ça, puisqu'on laisse les indices varier, mais ils vont ressortir à la fin, quand on regarde les structures, ils vont ressortir au maximum. C'est-à-dire que les algorithmes cherchent à faire alterner des indices aussi bas que possible et aussi hauts que possible. Voilà. Et donc, du coup, ça complique les choses pour les algorithmes. N'empêche que jusqu'à 20 couches, on a des miroirs de Bragg qui sont parfaits ou presque. Quand on triple l'épaisseur de la couche, en réalité, on ne change pas c'est un note minimum local, local, absolument équivalent. C'est ce qu'on appelle une couche absente en synthèse de filtre. Donc, en fait, ça, c'est bien un miroir de Bragg parfait. Donc, on obtient des miroirs de Bragg et quelque part, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, on trouve ça dans la nature et c'est comme ça qu'on fait. Mais voilà ce que montre notre optimisation, c'est qu'avec des algos modernes, on est capable de trouver quelque chose qui soit régulier et c'est le miroir de Bragg. Autre chose, on voit quand les algos, quand on augmente le nombre de paramètres des structures, quand on arrive à 40 couches, c'est-à-dire 80 paramètres, on a des structures qui sont plus désordonnées. Donc, on voit l'algo qui galère de plus en plus à nous trouver quelque chose d'ordonné. Mais il faut savoir que quelles que soient les structures désordonnées qu'on ait trouvées, elles étaient toujours moins bonnes que le miroir de Bragg. C'est l'avantage, à partir du moment où on voit des miroirs de Bragg pour un petit nombre de couches, on a une idée ça nous suggère quelque chose un optimum global quelque part. C'est ça ce vers quoi on a envie de tendre. On ne peut toujours pas le dire que c'est ça. N'empêche que le truc qu'on peut dire, c'est que jamais aucune des structures, un tant soit peu désordonnées, n'a réussi à faire aussi bien que le miroir de Bragg. Jamais aucune optimisation n'a donc, dans tout ce qu'on a fait tourner, on a fait tourner un bon paquet, n'a jamais fait mieux que le miroir de Bragg.
Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a une conclusion physique qui nous indique que ça a l'air très, très, très difficile de faire mieux que le miroir de Bragg. C'est peut-être un optimum global. En tout cas, c'est très probable. Il surgit dans la nature, c'est une forme d'optimisation. Il surgit chez nous. On l'a trouvé technologiquement et on n'a jamais réussi à faire mieux. Ah, peut-être que c'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que même dans les cas de tests en informatique pour l'optimisation, c'est très, très rare qu'on connaisse l'optimum global, ou alors c'est qu'on a designé le cas test exprès pour, et dans ce cas-là, on a très probablement introduit un paquet de biais. Ça veut dire que c'est des solutions assez simples, trop simples. Voilà, une solution, enfin, ces structures-là, c'est toujours très, 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 très résonnant. Donc, ça veut dire que le paysage de la fonction de coût est probablement très, très, très compliqué. Et les algorithmes de descente de gradient s'arrêtent très vite dans des optimums locaux. Et il y en a un énorme nombre, donc voilà. Mais on voit bien que quand on augmente le nombre de paramètres, les algorithmes globaux commencent à galérer. Alors, on a fait aussi ça, le cas qui nous intéresse, enfin, qu'on utilise beaucoup, c'est le miroir diélectrique à gradient, c'est-à-dire que comme un miroir de Bragg a une largeur de bande qui est définie et fixée par le contraste d'indice, ce n'est pas possible de réfléchir sur une plus grande plage de longueur d'onde avec un miroir de Bragg juste. Donc, ce qui se passe quand on fait tourner les algorithmes d'optimisation, c'est que quand ils ont un suffisamment grand nombre de couches à leur disposition, ils arrivent à des structures, c'est comme un miroir de Bragg, mais progressif, où les grandes longueurs d'onde, par exemple, vont se réfléchir dans une partie, les moyennes dans une autre, les petites tout en bas encore. Et à la fin, là, on n'avait pas demandé à ce que le bleu passe spécialement, on voulait réfléchir les autres, mais le bleu, du coup, passe. Donc, on obtient ce genre de miroir diélectrique. Alors, si on regarde comment ça se passe, on voit l'émergence en fait de la structure petit à petit quand on augmente le nombre de couches. Au début, les algorithmes essayent essentiellement de mettre deux miroirs de Bragg l'un par-dessus de l'autre parce qu'ils n'ont pas assez de couches pour faire quelque chose de graduel. Mais ça fait des trous dans le spectre, donc ce n'est pas génial. Et puis, petit à petit, on voit que pour les plus grandes épaisseurs, alors là, les contrastes d'indices étaient fixés, on va obtenir des choses très graduelles. Alors, des fois, celui que je vous ai montré juste avant, c'était celui-là. Mais des fois, les grandes longueurs d'onde sont réfléchies en bas. Voilà, et ça, c'est un exemple. Et voilà, et les intermédiaires au milieu, plus courtes en haut. Voilà, c'est comme un miroir de Bragg plus court. Mais donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une structure qui est. Alors, on voit que c'est de la régularité. Ce n'est pas de la périodicité, c'est vraiment de la régularité. Mais c'est surtout une structure qui est modulaire. C'est ce qu'on appelle une structure modulaire parce qu'on voit que chacune des parties a un rôle à jouer propre. La partie du haut dans cette structure réfléchit les courtes longueurs d'onde, celle du milieu les moyennes longueurs d'onde, celle du bas les plus grandes, mais elles ne sont pas pour autant rigoureusement indépendantes les unes des autres. Donc c'est ça qu'on va appeler un problème modulaire, c'est un problème où on comprend le rôle de chacune des parties, mais où les parties ne sont pas rigoureusement indépendantes, puisqu'elles sont les unes après les autres. Donc s'il y en a une qui ne fait pas son job ou qui le fait bizarrement, la suivante va être impactée directement. Voilà. C'est ça, des structures modulaires. Et c'est le cas le plus modulaire qu'on connaisse. Donc, nous, c'est sur le cas sur lequel on entraîne nos algorithmes pour qu'ils soient efficaces. Parce que, en fait, nous, on cherche des structures modulaires. C'est souvent ça le plus efficace. Alors, comment comparer les différents algorithmes et qu'est-ce qui marche le mieux justement sur ces cas tests particulièrement modulaires? Donc, ce n'est pas déterministe. On fait 100 runs. Là, on vous montre 10 résultats. Mais ce qu'on fait, c'est que sur ces 100 runs, donc on a chacun à sa courbe de convergence. On vérifie que c'est à peu près convergé, et encore. Et on va prendre le résultat à la fin du run. On va prendre les 100 et on va les trier. On va mettre le meilleur ici sur ces courbes-là, on met le meilleur à droite et le moins bon à gauche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour avoir une idée de à quel point on a obtenu souvent le meilleur. Est-ce que le meilleur, c'est un coup de bol de l'algorithme? Auquel cas, ce n'est pas un bon algorithme pour faire ce type d'optimisation. Ou est-ce que, même si c'est vraiment le meilleur et qu'il est en dessous des autres, si c'est un coup de bol et que ça n'arrive pratiquement jamais, il ne faut pas utiliser cet algorithme. Ou est-ce que l'algorithme arrive à trouver ou à tomber pas trop loin de l'optimum, enfin d'au moins pas trop loin de son optimum, enfin de l'optimum des optimums, enfin du meilleur des optimums qu'on ait trouvé jusque-là. Est-ce qu'il arrive à tomber pas trop loin? Donc, et du coup, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a une zone qu'on peut identifier comme étant bonne et sur laquelle l'algorithme tombe souvent? Et donc, on va commenter une de ces courbes. Alors, prenons le TIRP 30. Donc, c'est le miroir diélectrique que je vous ai montré avec 30 couches. On compare les différents algorithmes. Ça, c'est donc la valeur de la fonction de coût. Il faut savoir qu'entre 0,5 et 0,6, 0,6, c'est une structure qui marche vraiment pas bien. 0,5, c'est une structure qui marche vraiment bien. Ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur. Ça reste pas de l'aléatoire, mais voilà. On voit qu'il y a un algorithme là qui
tout le temps, même pour son pire résultat, a l'air de tomber pas trop loin du mieux. Le mieux, il est là. Et c'est lui aussi qui trouve le tout meilleur de tous les runs. Il se situe là. En fait, il faut imaginer qu'il y a des points intermédiaires. On a fait 100 runs, mais on n'en monte que 10. Hein. Donc, ça forme une sorte de ligne continue là. Mais on voit que là, sur ça, c'est un algorithme qui est extrêmement fiable et qui trouve le meilleur. Alors, il ne trouve pas tout le temps le meilleur de ce qu'il peut, mais il tombe jamais loin et le meilleur, c'est lui qui l'a trouvé. Il y a un autre algorithme qui n'était pas trop mal, mais lui qui a eu un coup de bol, c'est ES, Evolutionary Strategy. Lui, il a eu un coup de bol, il est tombé là. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, pour les autres cas, il est capable de faire des choses vraiment très mauvaises. Il y en a un qui n'est pas trop mauvais non plus, il n'est pas aussi bon, c'est Neldermill, dont je vous ai déjà parlé. C'est pour ça que je vous dis que je pense que cet algorithme-là est capable de sentir la structure globale, le paysage global, en fait, et que c'est ça qui l'aide pour les cas de photonique. Donc, on voit qu'il n'a pas réussi à trouver le meilleur du meilleur, mais il n'est pas très loin, et il est relativement fiable, un petit peu moins aussi, mais voilà. Et puis, après, les autres, qui sont un peu plus à l'ouest. Hein. Je vous ai parlé de CMA-ES tout à l'heure. Ben, ils n'arrivent pas à la cheville. Alors, évidemment, ça change suivant le nombre de couches. Au début, il fallait trouver des miroirs de Bragg. Donc, DE ne se distinguait pas. Oui, c'est DE, en fait, celui qui est avec les petits triangles orange. DE ne se distinguait pas, mais petit à petit, il devient bon quand on augmente le nombre de couches. Voilà, pour 40 couches, Neldermid est quand même finalement un peu plus proche. Mais on a toujours le même problème pour Evolutionary Strategy. Et c'est toujours DE qui gagne. Et alors, DE gagne en fait en tout. Il gagne aussi sur le miroir de Bragg et tout ça. Donc, nous, voilà, le résultat qu'on obtient, après avoir fait quand même des cas assez, un nombre de cas relativement important en photonique, c'est qu'en photonique, du moment que c'est possible d'obtenir quelque chose de modulaire, en fait, c'est un peu ça le feeling qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un nombre de paramètres suffisamment grand. Quand il y a un nombre de paramètres suffisamment grand pour avoir un peu de liberté et pouvoir explorer pas mal ce qui peut être fait, DE, c'est le meilleur et il produit des structures qui sont régulières quand il en a l'opportunité. Et donc, ce qui va un peu à l'encontre des conclusions de l'article que je vous ai montré, ACS Photonics. Ah oui, je voulais lancer une petite pique. C'est pas cool, il y en a peut-être parmi vous, de tomber sur des reviewers du domaine des multicouches et qui connaissent Needle quand on a un algorithme d'optimisation. C'est un peu galère, ils sont un peu sans pitié parce qu'ils ont Needle et ils savent. Fort heureusement, il y a moyen de les éviter, mais on ne l'a pas assez fait. Il faut éviter d'aller publier à l'OSA. Allez chez les chimistes, à ACS Photonics, et vous allez voir, eux, jamais ça leur viendra l'idée de prendre quelqu'un qui s'y connaît en filtre optique, et les articles passent quand même nettement mieux. Et donc voilà, on revient à Needle, justement. Il se trouve que quand même, c'est tellement une référence, des articles de 96 quand même, qu'on s'est demandé si DE pouvait au moins jouer un tout petit peu dans la même course. C'est très difficile de les comparer, comme je l'ai dit, puisque Needle change la dimension de l'espace, ce que ne fait pas DE. Mais il n'empêche qu'on a pris une structure publiée par Tikhon Ravov dans les années 90, hyper efficace pour réfléchir sur une large bande spectrale. On s'est mis dans les mêmes conditions d'indices et tout ça, et on a fait tourner DE, et DE arrive à faire un chouille mieux. Alors après, c'est la vieille version de l'algorithme. Ça se trouve, les algorithmes à 5000 €, ils font encore mieux. Mais DE arrive à pouvoir faire jeu égal, sachant qu'on n'a pas non plus fait des choses incroyables en termes de budget, tout ça. Voilà, donc on arrive à peu près à ça. Ok, alors on a aussi fait un problème plus complexe parce que finalement, c'est les problèmes plus complexes qui sont intéressants, ceux pour lesquels on n'a pas de règle de design et on n'a pas Needle au moins. Comme ça, on est aussi un peu plus tranquille au niveau review. Et donc, ça, c'est juste la structure qu'on trouve sur les ailes du morpho. On voit qu'elle est très régulière. Ça, c'est comment on essaye de la reproduire. Et ce qui est rigolo, en fait, un peu dans ces structures-là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est qu'il n'y a pas d'interdigitation dans les structures qu'on fabrique, c'est-à-dire que c'est symétrique de part et d'autre. Alors que si on regarde les structures naturelles, on trouve que les petits bumps, les petits sapins, là, les branches ne sont pas en face l'une de l'autre, elles sont alternées. C'est un peu plus comme une sorte d'escalier, enfin d'échelle alternée qu'une échelle standard. Hein. C'est ça qu'on appelle l'interdigitation, nous. Et ce qu'on voit, donc, c'est qu'en fait, manifestement, les gens n'ont pas compris à quoi ça servait. Mais nous, on avait une petite intuition. On pensait que l'interdigitation, c'était le secret pour tuer la réflexion spéculaire. Alors, on a fait une fonction de coût. Ça, c'est pour vous montrer juste comment est-ce qu'on design notre fonction de coût. On a juste demandé, comme c'est un réseau qu'on va simuler là, à ce qu'il y ait de la diffraction, donc des ordres -1 et +1 au maximum.
Donc, voilà, d'où ces termes-là, mais surtout pas de réflexion spéculaire. Et puis, globalement, pas de réflexion spéculaire. Donc, non seulement à 450, mais à aucune autre longueur d'onde. Et puis, voilà, c'est ça qu'on a fait. On avait tenté des choses plus compliquées. En fait, c'est vraiment la plus simple qui donne des résultats les plus satisfaisants. Ça, c'est globalement aussi un truc à retenir. Les fonctions de coût les plus simples sont les meilleures pour donner des trucs compréhensibles. Voilà. Et quand on fait ça, bah voilà ce qu'on obtient. On obtient de l'interdigitation. Alors, il faut savoir qu'il y a une périodicité horizontale qui est imposée. Le motif, en fait, c'est juste… Là, il y a 3 motifs à chaque fois qui sont représentés. Le motif, c'est ça. Et puis, il est répété là et là. Donc, ça, c'est imposé, parce qu'on prenait un code réseau. Ce qui n'était pas imposé, c'était la périodicité verticale qui émerge toute seule et l'interdigitation, évidemment. L'algorithme aurait pu faire un miroir de Bragg. Il avait ce qu'il fallait pour. Voilà. Et donc, ça marche quand même pas mal. Ça nous sort des structures qui sont intéressantes. OK, dont les propriétés optiques sont un peu dingues. Ça marche extrêmement… Enfin, c'est super efficace. 98% de la lumière à 450 nanomètres est diffractée et il n'y a que 10,6 qui est réfléchi. Si on ajoute des contraintes mécaniques et qu'on commence à dire, nous aussi, on ne voudrait pas trop de matière, bon, bah, on tombe sur quelque chose qui ressemble nettement plus au truc naturel, à la structure naturelle, avec des performances optiques légèrement dégradées. Bon, ça, c'est pour vous montrer que c'est assez convaincant. C'est-à-dire quand on augmente le nombre de couches, ça, c'est un truc important à faire en pratique pour être sûr qu'on n'est pas tombé dessus par hasard. Quand on augmente petit à petit la complexité du problème, on voit qu'en fait, ça sort à chaque fois. Et donc, on est d'accord que c'est interdigité et ça fait des sapins. On a quand même forcé une contrainte ici, je dois admettre, une contrainte de fabricabilité. On veut que les blocs soient les uns au-dessus des autres. On leur a interdit de flotter en l'air complètement. Voilà, et donc ça marche. En tout cas, ça donne quelque chose. OK, on a essayé aussi après avec des structures, ça c'est un anti-reflet, sur du silicium. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une même structure qui ressort tout le temps. Ah, je vais un peu vite. C'est une structure qui est en fait un miroir de Bragg avec 2 couches, les 2 premières et les 2 dernières, qui sont différentes. Et le truc, c'est qu'évidemment, quand on voit une structure comme ça qui est modulaire, qui est compréhensible et régulière, on peut s'amuser à faire une analyse physique de la chose. Et ben oui, parce qu'on pourrait se dire, c'est bizarre d'avoir mis un miroir de Bragg pour faire un anti-reflet. Oui, mais en fait, la bande interdite se trouve dans l'infrarouge en réalité. Et c'est plutôt vraiment une utilisation en cristal photonique, c'est-à-dire qu'il y a un mode de bloc qui se propage là-dedans et qui va servir de tampon. Les 2 premières couches et les 2 dernières couches font juste de l'adaptation d'impédance entre l'extérieur et le mode de bloc et entre le mode de bloc et le silicium. Et donc, on arrive à comprendre complètement le fonctionnement de ça, ce qui montre qu'on peut s'en servir vraiment comme source d'inspiration. C'est un peu ce qui a été fait par Gondarenko et Olas. C'est non pas de prendre la structure obtenue comme telle qu'elle, mais de se dire c'est quelque chose qui doit nous inspirer. On doit chercher à comprendre le mécanisme et ensuite, on peut produire une structure améliorée encore par nous, mais qui repose sur les mêmes principes. Voilà, c'est ça, se servir d'une optimisation comme source d'inspiration, c'est utiliser son sens physique et pas le mettre au placard. Voilà, donc ça, on a pas mal réussi, ça marche. Ça, c'est un autre cas, quelque chose qu'on a fait, effacé, qu'on fait avec Thierry Grosjean et en collaboration donc, avec FemtoST. Le but, c'est d'optimiser la longueur de propagation d'un placement de surface. En fait, il y a un peu de métal au-dessus. Et puis, il y a un multicouche avant. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'en fait, totalement conformément à ce qui était prédit dans la littérature, c'est un miroir de Bragg, la bonne chose. On fait un tout petit peu mieux que la structure optimisée purement à la main. Mais là, on ne lui a rien dit sur la périodicité. Et ça sort là aussi quelque chose de parfaitement périodique. Voilà. Et une courbe de convergence, bon, ça converge. Voilà, mais ça ne veut rien dire. Mais par contre, le fait que ce soit régulier, ça nous donne vachement plus confiance. Et on a fait aussi les études statistiques et ça marche vraiment de façon assez systématique. À gauche, ça ne marche pas très très bien, c'est parce qu'on ne lui avait pas forcé à prendre des indices voilà, extrêmement. OK. Et Nevergrad dans tout ça, eh ben, c'est ce que je vous ai dit. On a joué un peu les ambassadeurs de la photonique vis-à-vis des gens de l'optimisation. On a inclus dans Nevergrad les cas-tests du miroir de Bragg, du miroir diélectrique, du morpho, de l'anti-reflet photovoltaïque, d'un autre anti-reflet. Et donc ça fait des cas-tests du monde réel, pas trop coûteux à faire tourner, c'est ça qui est important aussi, et qui peut-être aider, enfin ça aide en fait en pratique à corriger les biais des cas artificiels, et notamment DE s'avère, comme ce que je vous ai montré, DE et globalement les algorithmes évolutionnaires s'avèrent bien meilleurs sur les cas-tests réels comme ceux qu'on a, où on peut faire apparaître de la régularité et qui sont modulaires.
Ça, voilà, ça marche beaucoup mieux. Et puis, ça peut faire apparaître des nouvelles techniques, ça peut donner des idées. Et notamment, nous, ce qu'on a fait enfin, c'est vraiment une discussion avec les gens de Nevergrad. On a fait ce qu'on appelle de l'optimisation structurée, c'est-à-dire que, alors ça, c'est pour décrire un tout petit peu DE, qui est quand même extrêmement simple à mettre en œuvre. On utilise DE avec la version current to best. À un moment, quand on a un paramètre et qu'on veut, on a un individu, c'est donc un ensemble de paramètres, c'est une structure. On prend un paramètre et on se dit, bah, je voudrais modifier ce paramètre pour en générer un nouveau. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux individus totalement aléatoirement dans la distribution, on prend leurs paramètres, on fait la différence entre les deux, on multiplie par un coefficient, et puis on prend le meilleur individu, celui qui a la plus basse fonction de coût, on prend son paramètre et on fait la différence. Donc, on fait un pas dans la direction du meilleur individu. C'est ça qu'on fait d'un point de vue pas topologique, mais dans l'espace des phases, on fait un pas là, dans la direction du meilleur individu, plus un pas aléatoire inspiré par deux autres individus de la population. Et puis, ça nous donne une nouvelle version du paramètre qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Plus tard, on se pose la question de est-ce qu'on utilise celui-là ou directement le paramètre du parent, c'est-à-dire qu'on ne le change pas. Ça s'appelle le crossover, c'est-à-dire que le parent transmet directement à sa descendance son paramètre. Et on a une chance sur deux de faire ça. Eh bien, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que si on groupe les paramètres de façon physique, c'est-à-dire si, par exemple, on passe à la génération suivante l'indice et l'épaisseur d'une même couche ensemble et qu'on ne les sépare pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas en prendre un qui a été généré par cette formule et l'autre qui est passé par le parent, on améliore les performances de l'algorithme énormément. La convergence, elle est hyper accélérée, mais on sait que ce n'est pas un signe, mais même, on trouve un optimum de façon beaucoup plus fiable. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut introduire quand même, contrairement à ce que je disais un peu au début, du sens physique dans le design des algorithmes et que ça aide énormément. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation structurée. Donc, si vous avez l'occasion de faire ça, de grouper les paramètres géométriques, eh bien, c'est super. Et évidemment, ça va à l'encontre de tous. Je vous parlais d'invariance par rotation ou de choses comme ça. Ça, c'est le truc qui prouve que, surtout pour les cas tests réels, il ne faut pas utiliser des algorithmes qui ont été designés spécialement ou qui sont bons dans les cas invariants. Il n'y a aucune invariance par rotation. Évidemment, si vous échangez un indice et une épaisseur, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, les cas réalistes, eh ben, sur ces cas réalistes, voilà, ça explique aussi pourquoi c'est les algorithmes évolutionnaires qui sont les meilleurs. Eux sont vraiment désavantagés par les cas invariants par rotation. OK, en conclusion. Donc, l'optimisation, c'est un outil puissant qui se répand parce que c'est de plus en plus facile. C'est à manier avec énormément de précautions. Mais c'est très puissant, donc ça vaut le coup de l'utiliser. Et ça vaut le coup de l'utiliser du moment qu'on le couple avec une analyse physique. Si on le couple avec une analyse physique, on arrête de dire des bêtises en général, parce que ça, on sait faire. Et puis, voilà, on va chercher la régularité, ce qui est un indice que, bon, pas qu'on a l'optimum global, mais c'est un indice que ouais, ça sent bon et que l'algo a été relativement efficace, qu'il a pu designer un truc que nous, on aurait aimé designer, quelque chose de régulier. Surtout pas d'algorithme maison. Et moi, je conseillerais personnellement DE, qui produit des résultats. C'est pas magique, ça demande du travail. Il faut faire beaucoup d'optimisation, il faut les discuter. Tant qu'on n'est pas content, on change de contrainte, on change de fonction de coût, on relance. Ça, c'est vraiment du travail. Mais voilà, l'optimisation topologique a des limitations clairement, mais elle a un avantage, c'est qu'elle ouvre une voie nouvelle et qu'au moins vous pouvez vous lancer un peu dans le noir et avoir une idée de ce qui est possible, au moins dans l'absolu, en termes de performance d'un device. Et ça, c'est pas vraiment remplaçable parce que l'optimisation globale repose finalement sur des a priori sur la géométrie, ce que n'a pas l'optimisation topologique. Donc, voilà, il faut savoir que les deux ne seront pas comparables, mais que les deux ont quand même des vrais avantages chacun. Et l'optimisation globale est relativement simple à utiliser et elle peut servir du moment qu'on s'en sert de source d'inspiration, pas juste qu'on espère que ce sera quelque chose de magique. Voilà. Donc, vous pouvez vous référer aux articles que j'ai mis en référence. Celui où il y a tous les papillons et les choses comme ça, c'est notre article maudit qui s'est pris des revues assez difficiles, notamment par des partisans de l'optimisation topologique. C'est un peu la guerre. Et donc, voilà, Scientific Reports à la fin. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et j'attends vos questions.